Chapitre 21. Le temps s'arrête. Pendant 6 mois, Bill Orquite m'avait entraîné, m'enseignant en particulier le combat au bâton. Orquite s'était montré un maître d'une dureté frisant parfois la cruauté. J'étais constamment couvert d'hématomes et de meurtrissures. Or, ce que je subis une semaine entière sous la tutelle de Grimalkin fut infiniment plus pénible, le plus difficile étant de dominer la pure terreur que je ressentais à affronter la sorcière tueuse. Son apparence à elle seule était effrayante. Ses yeux luisaient d'un éclat féroce et je ne savais jamais quelle lame elle allait tirer de ses nombreux fourreaux. Elle était douée d'une force peu commune que j'étais loin d'égaler. Je n'avais qu'une solution, me tenir à distance. Dès que j'étais à sa portée, je finissais invariablement par terre, le souffle coupé et un couteau sur la gorge. J'aurais aimé avoir Alice près de moi avec son sac d'herbe et de cataplasme pour guérir mes estafilades. Cependant, la morsure des lames de Grimalkin n'était rien à côté de la douleur de l'avoir perdue. Mon chagrin ne s'atténuait pas. Je devins bientôt habile au maniement de l'épée, qui me semblait à présent une extension de mon propre bras. Pourtant, à en croire la sorcière, ce n'était que le début de mon apprentissage. Je m'améliorerais chaque fois que je me défendrais contre un adversaire qui voudrait ma peau, à condition de survivre. Un des exercices qu'elle me faisait reprendre encore et encore consistait à arrêter le temps en plein combat, et je progressais de jour en jour. Maîtriser cette technique me permettrait d'affronter un ennemi plus dangereux, aussi dangereux que Grimalkin. Cette semaine d'intense entraînement arriva trop vite à son terme. L'heure du grand défi allait sonner. Au coucher du soleil, nous quittâmes la demeure de Shade tous les trois, l'épouvanteur, Grimalkin et moi. La lame du destin protégée par son fourreau pendait sous mon manteau. Dans ma poche de pantalon reposait la fiole de sang. Pendant que je travaillais avec la sorcière, mon maître avait enrichi son vestiaire, le mettant à jour de son mieux et consacrant un nouveau chapitre à nos préparatifs en vue d'entraver le malin. En temps normal, Alice aurait pris part à cette tâche. Hélas, elle nous avait quittés pour toujours. Il me fallait apprendre à l'accepter. Le charpentier et son aide nous attendaient près de la solide structure de bois qu'ils avaient élevée au-dessus de la fosse. Leur peur était palpable, mais ils avaient fait du bon travail. L'énorme pierre plate destinée à fermer la fosse était suspendue à un palan bien horizontal. Un gros rocher qu'on placerait ensuite par-dessus avait été roulé jusqu'au bord du trou et muni d'un anneau permettant de le soulever. De l'autre côté s'élevait le monticule de terre que j'avais extraite à grande peine du sol, à laquelle nous avions mêlé une bonne quantité de sel et de limaille et de fer. Il ne serait guère efficace contre le malin, mais s'il l'affaiblissait ne serait-ce qu'un peu, ça valait le coup d'essayer. En cas d'échec, le malin ne serait pas long à prendre sa revanche. Il s'emparerait d'abord de moi, puis il tuerait l'épouvanteur et la sorcière, et nos âmes connaîtraient une éternité de tourments. Je remarquai alors que Grimalkin transportait 2 sacs. Le premier contenait les pics et les clous, l'autre semblait vide. Il était en cuir, tout neuf. L'avait-elle cousu elle-même? Elle les déposa sur le sol et, enfilant ses épais gants de cuir, elle déballa soigneusement les 4 pics. Elle plaça à côté une série de longs clous à tête large, en alliage d'argent, et 2 marteaux. Elle en tendit un à l'épouvanteur. Nous avions décidé que, mon maître et moi, nous prendrions position dans la fosse, prêts à attaquer le malin par en dessous, tandis que Grimalkin à l'extérieur tenterait de lui percer le cœur avec une pique. En cas de succès, nous le fixerons alors à la roche avec des clous. Le soleil avait disparu et la lumière baissait, mais 7 lanternes éclairaient le pourtour de la fosse, 3 accrochées à la charpente de bois, les autres placées sur le sol, aux 4 coins. L'épouvanteur sauta dans le trou et je le suivis. Malgré le sol rocheux qui m'avait empêché de creuser davantage, il était très profond. La tête de mon maître arrivait à peine au bord. La sorcière nous tendit nos piques. Elles étaient minces et flexibles et très pointues. Nous nous plaçâmes chacun dans un coin opposé. Grimalkin s'empara d'une 3e pique, laissa la 4e à ses pieds et fixa sur nous un regard intense. L'épouvanteur s'éclaircit la gorge avant de déclarer solennel. « Voici venu le moment que nous attendions. Nous risquons tous d'y perdre la vie. Si nous réussissons à entraver le malin, je ne regretterai rien. Nous partageons le même but et je vous remercie d'être à mes côtés. » De la part de mon maître, c'était une phrase stupéfiante. Il remerciait une sorcière de travailler avec lui. Grimalkin eut un léger sourire. Grimalkin eut un léger sourire et lui adressa un signe de tête. L'épouvanteur se tourna vers moi. « Il est temps. Donne-moi la fiole de sang. » Malgré ma bouche sèche et mes mains tremblantes, j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Je respirai profondément pour retrouver mon calme. Je sortis la flacon de ma poche, traversai la fosse et la remis à mon maître. Alice et moi avions si souvent craint que la fiole perde ses pouvoirs, ce qui aurait permis au malin de s'emparer de nous.
et l'épouvanteur s'apprêtait à la briser. Je retournai vivement à mon poste. L'épouvanteur contempla le petit flacon avec dégoût, puis il le tint au lever. La fêlure a permis au malin de t'approcher à plusieurs reprises, dit-il. Il est sûrement tout prêt, il attend l'instant pour le prendre sa revanche. Je pense qu'il apparaîtra la seconde même où la fiole se brisera. Tiens-toi sur tes gardes. D'un geste brusque, il lança le flacon contre l'une des poutres de l'échafaudage. Il éclata avec un craquement sec. Je crus que mes jambes se dérobaient. C'était fait. Le malin allait surgir. Les secondes s'écoulaient, les minutes. Rien ne se passait. J'étais de plus en plus anxieux, et s'il m'était des jours arrivés, il nous serait alors bien difficile de rester vigilant. Soudain, je sentis le sol vibrer sous mes pieds. Les flammes des lanternes vacillèrent follement. Quand elles s'éteignirent, les charpentiers poussèrent un cri de terreur. Un coup de tonnerre éclata au-dessus de nos têtes et nous fûmes plongés dans l'obscurité. Le malin approchait. Je me concentrai, rassemblant mes forces. Si j'arrêtais le temps trop tôt, le malin n'entrerait pas dans la fosse. Trop tard, il prendrait le contrôle et je serais son prisonnier, tel un insecte piégé dans l'ombre. Les lanternes se rallumèrent et, avec un rugissement si épouvantable que la terre entière sembla trembler sur ses bases, le malin apparut dans la fosse. Il répandait une lueur d'un rouge sanglant. En dépit de mon effroi, je fus empli d'espoir. Il était venu. Tout était possible. Concentre-toi. Ralentis le temps. Arrête-le. Le malin était 3 fois plus grand que l'épouvanteur, avec un corps couvert d'un long pelage noir, un large poitrail, des pieds fourchus, des cornes de bélier, des pupilles verticales. Sa puanteur de fauve me soulevait le cœur. Malgré sa taille impressionnante, je notais avec soulagement que la fosse était assez grande. Le malin ne faisait pas un geste. Contrôler le tour du temps était presque devenu pour moi une seconde nature. Ni l'épouvanteur ni Grimalkin ne bougeaient. Tout était figé, silencieux. J'avais arrêté le temps. Il me restait à empaler mon prisonnier. La pique à la main, je levai le bras. Or, mon mouvement s'était étrangement ralenti. Pire encore, mon cœur ne battait plus qu'avec effort. Ses pulsations s'espaçaient. Le malin me rendait l'appareil. Il cherchait à m'immobiliser et à se libérer. Avais-je agi trop tard? Comment lutter contre un adversaire aussi puissant? Pourtant, je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Serrant les dents, je visais le ventre du démon. Mon geste fut encore plus lent. Si j'échouais, le malin s'emparerait de nous. Nos efforts n'auraient servi à rien. Je voulus lancer mon arme en y mettant toutes mes forces, mais j'étais comme pétrifié. Grimalkin, pensai-je, si seulement elle pouvait souhaiter qu'il s'en aille. Si c'était un espoir insensé, comment aurait-elle pu? Elle était comme moi, piégée dans un instant du temps. D'ailleurs, elle ne voulait pas qu'il échappe à ses pics, à ses clous. Elle comptait sur moi. Elle me faisait confiance pour vaincre le malin. Qu'arriverait-il si je ne pouvais pas? Ma vue, alors, commença à faiblir.